Alors, vous savez que les États-Unis sont les premiers importateurs de jeux vidéo. Nous, on exporte. On exporte du jeu vidéo. La Pologne est un super exportateur de On est jeux en vidéo. position de force. Ben, on est en position de force parce que si on va jusqu'au bout du bout, moi, cet exercice de politique fiction sur le jeu vidéo tout particulièrement m'intéresse, c'est-à-dire, voilà, qu'est-ce qui se passe si demain les États-Unis décident d'imposer des droits de douane sur le jeu vidéo? Ben, à quoi ils vont jouer? Olivier Mocco, bonjour. Bonjour. Un docteur en sciences politiques qui s'intéresse aux jeux vidéo. Comment ça se fait? Comment ça se fait? Ben, on devrait être plusieurs en fait. C'est vrai qu'au début, j'étais totalement seul. Alors moi, j'ai fait des études communication, technologie, pouvoir en sciences politiques. Donc déjà, dans les années 2000, on s'intéressait à ces enjeux. Est-ce que la technologie est un pouvoir? On n'était pas encore sur les logiques d'algorithmes, etc. Et puis, on s'intéressait aussi alors, aux médias émergents, ça a toujours été le sujet. Est-ce que le jeu vidéo, c'est toujours moderne ou nouveau? En tout cas, on s'intéressait à ça. Et je me suis dit, tiens, il y a quelque chose à faire du côté des jeux vidéo. Analyser, parce que c'était une industrie déjà très forte, hein, très puissante, qui était énormément pratiquée, énormément jouée, avec beaucoup de contenu. Donc j'ai commencé par étudier les contenus politiques de ces jeux, les politiques de régulation qu'il y avait aussi, parce qu'il y avait beaucoup de débats sur violence, addiction. Et voilà, de fil en aiguille, je me suis rendu compte que c'était à la fois intéressant, parce que c'était à la fois un média et à la fois du numérique. Et ça faisait vraiment la jonction entre les deux, donc c'était un bon moyen d'étudier ça du côté voilà, des effets de pouvoir et de représentation. Et donc vous décidez de créer un observatoire européen du jeu vidéo. Dans quel objectif? Alors effectivement, j'ai créé cet observatoire-là afin de créer des études et des analyses sur le jeu vidéo européen. Alors pourquoi européen? Parce que le jeu vidéo, c'est une industrie globale. Déjà, avec 4 grands marchés, Amérique du Nord, Europe, Moyen-Orient, Asie-Pacifique et Chine. Donc de travailler à un observatoire français, c'est intéressant, mais Parce qu'il se passe quand même l'échelle... beaucoup de choses en France sur le jeu vidéo. Là, on peut le dire que pour Ouais. le coup, dans le numérique, il y a une industrie où la France est assez solide, c'est le jeu vidéo. Mais clairement, et historiquement, l'est depuis ses débuts, en fait. Le jeu vidéo français, depuis les années même 70, on a eu des prototypes de consoles du côté de Toulouse, on a eu des super boîtes comme Infogrames, puis après, on a eu évidemment Ubisoft en leader mondial, hein, vraiment, c'est dans les plus gros éditeurs mondiaux. On a des pépites comme Asobo, hein, qui fait Flight Simulator. Enfin, on est vraiment très très fort, on a une culture de l'image, de la 3D et du numérique. Donc ça, c'est vrai que ça a été une industrie très forte. Mais en même temps, elle ne fait pas du jeu vidéo français en France, quoi. Le marché français était trop petit. Donc il fallait se dire, c'est quoi l'échelle, en fait? Et donc, dans le numérique, il y a effectivement plusieurs possibilités, mais l'échelle européenne paraissait intéressante, surtout si on voulait analyser la culture, la politique, les rapports de force dans un monde global, quoi. Et de plus en plus, multipolaire, on le voit. Et alors, donc là, vous venez de sortir une étude sur les batailles culturelles qui se jouent au sein du jeu vidéo. Parce que le jeu vidéo, c'est pas juste une industrie du divertissement. On est sorti du simple logiciel de loisir, sans vouloir offenser le sel, bien sûr. Mais c'est devenu autre chose. Qu'est-ce que c'est devenu le jeu vidéo, d'ailleurs? Jeux vidéo, moi j'aime bien faire la comparaison avec le passage du cinéma qui avant était une industrie qui imitait le théâtre, les féeries mécaniques, et puis que s'est autonomisé, qui a eu ses premiers grands films. Et puis au sein du cinéma, il y a eu quelque chose qui est la vidéo en fait. Et la vidéo comme média, ça s'est vachement autonomisé. La preuve, on est en train de discuter en ligne et on fait une vidéo aujourd'hui alors que c'est né dans les cinémas. C'est un peu la même chose qui se passe avec le jeu vidéo. C'est qu'on a eu un jeu vidéo qui a d'abord essayé d'imiter le cinéma, puis après qui s'est autonomisé avec ses propres codes, ses propres cultures. Voilà, on a des icônes, hein. Assassin's Creed était lors de la cérémonie des JO, c'est pour montrer la puissance de ce média. Et en même temps, on le voit, c'est utilisé à plein de fins différentes, à plein de sujets. Ça peut servir aussi à l'éducation, à la culture, à la formation, à l'entraînement. Il y a toujours eu des liens entre simulation militaire et jeux vidéo, hein, ça a existé. Bref, ça dépasse le simple divertissement pour être finalement un média, certains diraient le média du 21e siècle, mais en tout cas un média, clairement, dans lequel on va pouvoir faire des choses selon des règles, des objectifs et avec plein de gens aussi. Et donc, quand vous parlez de la bataille culturelle qui se joue aujourd'hui dans le jeu vidéo, vous voulez dire quoi? Qu'aujourd'hui, il y a des normes sociales qu'on voit apparaître dans le jeu. Est-ce qu'elles sont volontaires? Est-ce qu'elles sont aux mains de certains pouvoirs, au service peut-être de certains pays?
Alors, c'est clair que c'est un sujet. Alors déjà, la bataille culturelle, c'est un terme qui marche très bien aux États-Unis. En France, on est un peu plus précautionneux là-dessus, parce qu'on a une grosse sociologie de la culture, on va dire, aussi qui pèse. Mais eux considèrent que dans les médias, il y a, et notamment les œuvres culturelles, il y a toujours eu des affrontements, des visions du monde. Plutôt côté moral et idéologie, et moins politique appliquée. Donc, partant de là, ce concept qui est peut-être un peu moins territorialisé que l'idéologie, et donc qui est porté par des groupes, c'est des gens qui vont s'affronter pour faire valoir leur vision du monde. Donc ça, c'est la bataille culturelle. Donc si le jeu vidéo, on est parti aussi de l'hypothèse suivante, avant de la vérifier, c'est que le jeu vidéo, c'est quoi? C'est un loisir qui est pratiqué par 3 milliards de personnes. Il y a 1,67 milliard de personnes en ligne, donc ça reste un espace public numérique en ligne important, hein. On est quand même sur des échelles assez énormes. Les gens passent énormément de temps dessus. On regarde par exemple Roblox. Le temps passé sur Roblox, c'est la moitié du temps passé sur tout Netflix. Donc par mois. Donc en fait, on est sur des échelles assez incroyables. Et on s'est dit, si c'est des espaces sociaux d'une part, et si c'est des médias de l'autre, peut-être qu'ils véhiculent des représentations du monde. Donc là, on a commencé à regarder, et on a regardé qu'il y avait en plus de cela émergent des polémiques. Bon, il y a toujours eu des polémiques sur le jeu vidéo. Est-ce que ça rend violent? Est-ce que ça... Ah mais ça, on va en parler. Ah, on fera cette petite parenthèse après. Ouais. Ça marche. Donc voilà, on a vu ça, et il y avait des polémiques, et quand on a vu les polémiques, ça portait sur des sujets qui étaient assez nouveaux en fait, qui étaétaient la représentation de tel personnage, la présence de tel thème, comme par exemple la transidentité, des choses comme ça, qui jusqu'alors posaient pas trop de soucis, et depuis un an et demi, posent souci en fait. Alors, pour une minorité. Depuis quoi? Depuis les questions de wokisme? Oui, c'est ça. Les questions de wokisme, disons qu'elles se sont importées dans le jeu vidéo. Alors, c'est un sujet aussi sur le wokisme, parce qu'il faut aussi essayer de voir par rapport à l'industrie du jeu. C'est que l'industrie a connu une crise en 2014, une crise éthique, morale, presque de philosophie, qui était le Gamergate. Le Gamergate, c'était une grosse séquence où il y a eu du harcèlement en ligne, il y a tout un sujet sur la représentation de la femme, la réification, les connivences entre journalisme et industrie. Bref, ça a été un peu le moment de crise et d'introspection de l'industrie. Au sortir de ça, l'industrie a décidé d'être beaucoup plus pluraliste, beaucoup plus mature sur ces thèmes. C'est pour ça que même dans des gros jeux de baston, vous avez la thématique de la parentalité qui se discute pendant des heures et des heures, alors que vous êtes en train de tuer des demi-dieux dans God of War. Vous avez des choses comme ça qui ont émergé, des personnages forts qui n'étaient pas les archétypes classiques. Je pense à Last of Us, typiquement, dont il y a la série qui marche hyper bien aussi, qui était intéressant, voir une fillette et cet homme-là qui traverse un peu cet apocalypse. Et les femmes aussi ont été de plus en plus représentées un peu plus justement. Parce que ce qu'on oublie de dire, c'est que dans le jeu vidéo, vous avez des joueuses. Et les joueuses, en Europe, c'est 42%. Ouais, c'est ce que j'allais dire, 42%. Ouais. C'est ça. Donc en fait, une industrie qui ne parle pas à 42% de sa base, c'est quand même bizarre, quoi. Et cette prise de conscience-là a bien fonctionné. Et on a eu plein de jeux comme ça qui ont traité plein de sujets et qui ont voulu mettre en avant la diversité. Et il y avait le mouvement démocratique aux États-Unis. C'était avant entre les deux Trump, ça s'est pas mal développé. Il y a eu les politiques diversité, égalité, inclusion américaines qui ont poussé aussi la représentation, etc. Les productions, en tout cas globales, ont commencé à s'intéresser, à le considérer, à proposer des personnages de la diversité. Alors c'est un terme un peu galvaudé, mais qui soit pas grosso modo l'américain classe moyenne blanc. Tout simplement. Mais là, vous nous parlez énormément d'un soft power américain, finalement. Sauf qu'on le disait juste avant, l'industrie du jeu française est très forte. Les créatifs sont beaucoup en France. Les super studios de jeux, ils sont ici. Est-ce qu'on n'a pas, nous aussi, notre soft power dans les jeux? Si, regardez, de toute façon, on a un porte-étendard d'une Europe plurielle, c'est Ubisoft, qui a toujours été, finalement, si on regarde ses héroïnes, Jade dans Beyond Good and Evil, c'est en avant-garde en fait, assez progressiste, avant qu'on dise que c'était woke ou quoi que ce soit. Ils se sont toujours posé la question, est-ce qu'on peut représenter autrement? Ils ont fait Assassin's Creed qui parle quand même de l'interculturalité avec les 3 religions au XIIe siècle, qui est ensuite devenu un carton mondial. Voilà, ils ont affronté le sujet, ils en ont fait quelque chose, et finalement, dans le dernier, c'est une continuité où il y avait Yasuke, le samouraï d'origine africaine, et Naoe, la shinobi femme. Et ce jeu... Et là, ça passe moins bien, là. Depuis quelques temps, c'est ça. Depuis quelques temps, ça passe moins bien, ou du moins, pour les joueurs, ça passe.
En fait, il n'y a pas de sujet pour les joueurs dans l'essentiel. Ils trouvent ça, le jeu, ça leur plaît, ou ça leur plaît pas, ça dépend des jeux, mais ils s'intéressent au jeu. Mais il y a une petite minorité qui commence à investir le jeu vidéo parce que c'est un des premiers sujets de conversation sur Internet. Premier point. Que ce soit des vidéos, il y a plein de casters qui vont faire des vidéos sur Twitch en jouant à des jeux, en racontant, en s'amusant, etc. Et donc là, on aurait pu faire une vidéo ensemble en jouant dessus. Et en fait, il y a aussi beaucoup de discussions sur les réseaux sociaux. Donc, on se souvient, par exemple, quand il y a un jeu comme GTA qui s'annonce sur Twitter, ça casse Internet, tout le monde en parle pendant des heures, que ce soit aussi les nouveaux Assassin's Creed, ça a plein de débats, que ce soit... Tous ces jeux, en fait, génèrent beaucoup de passion et beaucoup de discussions. Et sans dire, donc, et ça a été théorisé, en fait, par Steve Bannon en 2017, on s'est dit, mais le jeu vidéo, quand même, c'est intéressant parce qu'il y a des gens qui sont passionnés, qui ont une espèce de gamer rage, c'est-à-dire qui peuvent s'énerver, s'exciter, surinvestir le sujet. Et si on canalisait ça, on pourrait peut-être arriver à faire quelque chose politiquement. Et effectivement, le travail qu'a fait Bannon, notamment sur les réseaux sociaux, il s'est appuyé aussi sur le jeu vidéo. Et ça a commencé à travailler en disant tiens, on va commencer à être vigilant sur le hockey, vigilant sur le progressif, vigilant sur plein de choses, faire valoir nos valeurs, les avancer progressivement. Et on s'est rendu compte comme ça qu'il y avait une petite armée de quelques-uns aux États-Unis, essentiellement plutôt pro-MAGA, donc America Great Again, qui s'y intéressent et qui vont faire un média en ligne, en fait, qui vont avoir un compte spécialisé dans l'analyse politique du jeu vidéo contre le wokisme. Donc c'est une forme de récupération politique finalement du jeu. Et est-ce que ça prend, parce que vous disiez finalement les joueurs ils s'en fichent un peu de tout ça, ils sont très contents, le jeu il est bon ou il est pas bon. Est-ce que ça prend ça, cette récupération politique? Alors ça prend pas forcément. En fait c'est ça qui est assez intéressant de voir, c'est d'une part effectivement ils sont quelques-uns et ils font beaucoup de bruit. C'est-à-dire que ça tweet, ça retweet, ça engage, ça parle dans des proportions assez importantes, jusqu'à 17 millions de discours pro-MAGA en ligne, donc c'est quand même du volume. Mais c'est du volume circonscrit. C'est ça, c'est-à-dire que pour l'instant, ça ne contamine pas les sphères de joueurs, ça ne contamine pas encore les autres. Mais la stratégie... Et ça contamine qui alors? Ça renforce en fait, ça renforce les croyances. Ceux qui sont anti-woke, de toute façon, ils vont dire un exemple de plus. Ça convertit pas des gens tout à coup à être anti-woke ou pro-woke, c'est pas le sujet, ou progressiste. C'est pas le problème. Par contre, ça les renforce et ça leur donne la visibilité. Et surtout, ça leur donne la visibilité quand le patron de tout le monde, donc Elon Musk, se mêle de la chose. Et ça, c'est aussi ce qui donne un peu le coup de départ de tout ça. Elon Musk est un grand joueur. C'est un gros gamer. C'est un grand gamer qui adore ça, qui a des jeux fétiches et qui suit l'actualité. Et à certains moments, quand ça passe sous son radar et qu'il n'aime pas quelque chose, il le dit. Et généralement, il n'aime pas tout ce qui est DEI. C'est un peu une de ses marques de fabrique de lutter contre le virus woke. C'est lui qui l'a instillé comme ça sur Twitter, enfin sur X. Et donc, il a fait en sorte d'activer, entre guillemets, toutes ces personnes qui sont des espèces de vigiles, en fait. Et on pourrait demain donc voir des influenceurs politiques, finalement, s'emparer de la question du jeu vidéo. C'est la question, entre guillemets. Là, aujourd'hui, c'est le cas. C'est des influenceurs. Les Asmongold, les Grubs, ils ont plus de 200 000 followers sur Twitter. Ils sont rémunérés aussi. Parce que c'est le système de l'algo qui rémunère, donc ça marche, quoi. Donc finalement, ils sont validés économiquement, donc ça pose des questions. C'est dire comment on peut trop lutter là-dessus, puisque de toute façon, ils ont leur communauté, ça produit du contenu systématique, ils font leur vigie, et puis ça alimente. Et ça, c'est une sorte de vague qu'on voit arriver des États-Unis. C'est ça, qu'on voit arriver des États-Unis, ouais. Et qui pourrait avoir des conséquences en Europe? Oui, ça pourrait avoir des conséquences. Alors déjà, parce que le terrain de discussion, il est mondial, en fait. Donc quand on s'attaque à des prods européennes, c'est compliqué parce qu'en fait, elles subissent ces attaques de partout. On a évidemment le prochain Assassin's Creed, celui qui Shadows, qui sera sorti maintenant. On a aussi The Witcher, qui est fait par des Polonais, CD Projekt, qui sort son trailer avec un personnage féminin. Pareil, levée de bouclier incroyable. On a aussi toute la production de Naughty Dog, qui est plutôt progressiste, etc., avec un personnage plutôt gender fluide, avec des thématiques comme la foi, la religion, pareil. Alors que c'est des best-sellers, c'est-à-dire c'est du niveau de Spielberg, on parle de ça en fait, c'est des productions de cet acabit-là et de cette puissance industrielle. Et ça génère beaucoup de perturbations. Donc la question c'est est-ce que ça a un impact ou pas? Sur le marché et les ventes, certainement pas.
Par contre, ça a un impact sur la communication corporate, ça a un impact sur l'esprit, la motivation et la psychologie des gens qui font ces jeux, parce qu'ils se font attaquer parfois ad hominem, hein, en disant « c'est un tel qui a fait ça, vous avez vu, c'est parce qu'il est comme ça que ça... » Et c'est dur à vivre, c'est très très dur. Mais alors, c'est drôle parce qu'on a l'impression d'un énorme décalage en fait entre là, ce que vous nous décrivez comme une récupération politique dans le jeu et le persona politique français et son rapport aux jeux vidéo. Alors là, on est très très loin. On est très très loin. Il y a une sorte de malentendu depuis toujours, j'ai l'impression, entre le monde politique français et le jeu vidéo. Voilà, on a encore une illustration assez récente avec une agression qui a été décrit comme étant l'œuvre d'un jeune accro aux jeux vidéo qui, dans une colère au sorti d'une partie, aurait voulu s'en prendre à cette jeune fille et la massacrer. Enfin, bon, on comprend bien qu'il y a d'autres ressorts psychologiques. Pour autant, on a entendu ces récupérations politiques vis-à-vis des jeunes, des écrans et du jeu vidéo. Comment vous l'expliquez, ce malentendu ? Justement, c'est un malentendu, mal vu, mal joué. C'est-à-dire que nos élites politiques ne sont pas joueuses, au sens jeu vidéo. Sur le jeu politique, mais en tout cas, c'est pas des gamers. Ils sont quelques-uns, il y en a. Attention, il y en a. Et avec le rajeunissement peut-être du personnel politique, ça va peut-être changer. Ça va peut-être changer. Ce qui est sûr, on l'a déjà vu dans les rédactions. Les rédac chefs, etc. Maintenant, il y a de plus en plus de gamers. Donc, le traitement médiatique est beaucoup plus bénéfique aux jeux vidéo qu'il n'a été une époque où c'était quasi systématique, associé jeux vidéo, agression, alors violence, j'ai quand même noté, parce que pas tous, hein, je vais pas décrier mes confrères, mais certains grands médias nationaux ont quand même titré « Meurtre de Louise, : joueur compulsif de jeux vidéo, nerveux, agressif, le profil inquiétant du suspect ». Je veux dire, joueur compulsif, c'est le premier mot pour décrire ce meurtrier. C'est la grille de lecture classique. Alors ça, c'est un truc qu'on a étudié. C'est dès qu'il y a un fait divers impliquant généralement des jeunes, donc l'agresseur et la victime, hein, en plus l'assassin et la jeune fille, voilà, il y a c'est même une enfant. Cet enfant, c'est terrible et c'est terrible. Donc que dire en fait ? Et la question, le politique a un besoin de donner une lecture des choses. Et comment on donne une lecture des choses ? Généralement, on crée ce qu'on appelle un récit de causalité. C'est-à-dire que l'on va trouver un responsable que l'on va désigner pour montrer qu'on a une capacité d'action. En fait, on fait re-rentrer ce qui est inconcevable dans quelque chose de rationnel. On l'a vu avec les tueries en 99 à Littleton aux États-Unis, quand Bill Clinton dit c'est la faute aux jeux vidéo, etc. Mais si on regarde plus loin, pourquoi ils disent ça ? C'est que généralement, c'est un rapport de police. C'est le procureur, il va faire un rapport, il va suivre les rapports de police, il va décrire ce que faisaient les gens. Comme c'est un des premiers loisirs culturels au monde, fatalement, vous pouvez être sûr que vous aurez un joueur. Est-ce que pour autant, c'est parce qu'il a mis un pantalon qu'il a eu envie de faire ça ? Non. Mais en décrivant cela, on commence à faire des corrélations. Et puis de la corrélation, tiens, il était chez lui, il écoutait tel type de musique, il écoutait la radio, telle émission, il jouait aux jeux vidéo, il mangeait ça, etc. Et la corrélation, c'est peut-être le lien en fait. Mais on va le lier aux jeux vidéo. Alors c'est aussi parce que l'industrie a mis du temps à avoir une stratégie un peu essayer d'éviter au maximum le politique. Elle avait vachement peur de s'engager. Là d'ailleurs, on a eu un communiqué de presse du CELS qui est vraiment une nouveauté, qui est assez intéressant en disant voilà, il faut grosso modo arrêter d'incriminer, c'est infondé, toutes les études le montrent, il n'y a pas de passage à l'acte possible, etc. Et malgré tout, les élites politiques continuent à l'utiliser. Donc ça a des fins politiques. Et après, l'autre sujet, c'est l'écosystème, c'est le tissu, c'est de la politique numérique française au global qui est toujours difficile, parce que bizarrement, le jeu vidéo ne relève pas du numérique. Il relève de la culture et de Bercy. C'est quand même assez intéressant. C'est vrai que c'est étonnant. Et c'est peut-être dommage aujourd'hui, justement, à l'heure où on parle beaucoup de l'indépendance technologique, des sujets de souveraineté, que le politique ne se dise pas, aujourd'hui, le jeu vidéo, c'est une arme aussi numérique. Bien sûr. Face aux géants américains et chinois. Clairement, ça c'est totalement. Alors, ce qui est fou, c'est que c'est à la fois une arme de développement économique,
C'est-à-dire que les capacités de production en 3D, d'interaction en ligne, voilà, on parlait, est-ce que demain, est-ce qu'il faut faire un nouveau réseau social? En fait, tous les jeux vidéo, ils ont des chats en ligne, etc. C'est pas le sujet, on est capable de le faire. On a parlé du métaverse, mais les jeux vidéo, ils font du métaverse depuis très longtemps. On parle du jumeau numérique, de la 3D. On a des industries, on a des entreprises qui sont brillantes pour le divertissement et qui pourraient très bien collaborer dans des sphères voilà, plus professionnelles, en tout cas plus industrielles. Ça, c'est déjà dans la formation professionnelle, ça, c'est tout à fait. Et même l'armée aux États-Unis, ça bosse ensemble. Hein. C'est pas un sujet depuis le début. Quand on voit par exemple Microsoft qui fait son casque en réalité augmentée, son HoloLens, au début il fait des jeux, il travaille même avec des bordelais, etc., faire des expériences. Mais il faut que ce soit l'armée qui l'investisse, qui mette 3 milliards. Bon, au final, ça n'a pas marché. Mais ils ont pu savoir que ça ne marcherait pas. Et c'est intéressant parce que ça a quand même créé un savoir-faire sur du spatial computing, on parle beaucoup aujourd'hui dans les trends du spatial computing. Les États-Unis, ils ont quand même des devices, des dispositifs, etc., grâce au gaming qu'il a vraiment mis en avant. Et donc ça, cette politique industrielle, elle n'est pas encore considérée. Et après, les contenus, Et est-ce qu'on a besoin d'une politique industrielle? Parce que finalement, à partir du moment où ça roule, on peut se dire, bon, on n'a pas besoin de mettre beaucoup d'argent public finalement dans le jeu vidéo, puisqu'on a des gros industriels. Est-ce qu'elle a besoin d'un soutien spécifique aujourd'hui, cette industrie? Elle a besoin alors déjà, elle a toujours besoin de cadres lisibles. Ça, c'est important, législatif, évidemment, fiscaux, évidemment, d'accompagnement, ça va de soi. Donc ça, d'avoir un marché. Elle a certainement besoin de la structuration d'un marché européen plus structuré, parce que c'est la bonne échelle. Quand vous avez 500 millions de personnes et là-dessus la moitié qui joue, ça peut être un marché intérieur. Donc ça, c'est aussi important. Et elle a besoin, alors il y a les très gros, mais aussi il y a besoin de consolider le jeu vidéo plus indépendant, qui permet d'être plus pluriel et qui permet aussi des gros succès, en fait. Faut savoir que Minecraft, c'est 2 personnes qui ont fait ça. 2 personnes qui font Minecraft, qui aujourd'hui, c'est 190 millions de joueurs chaque mois. Donc c'est ça aussi l'investissement à imaginer, c'est de se dire, il y a les très gros qui roulent, c'est très bien, mais il y a aussi les startups du jeu vidéo quelque part, ou les petits studios indépendants qui peuvent faire des pépites. Et là, vous démarrez l'Observatoire européen du jeu vidéo avec une étude sur les batailles culturelles, où finalement, on va se reposer la question, qu'est-ce qui joue derrière comme guerre, Et on reste sur ce registre de la confrontation, de l'agressivité. C'est volontaire? Vous avez choisi de commencer par là plutôt que justement par la politique industrielle nécessaire, la politique européenne de soutien derrière cette industrie? Alors, c'est volontaire. Pourquoi? Parce que des rapports de politique industrielle, il y en a. On en a plein, même au niveau de l'Europe. On a le rapport Draghi qui parle de tout ça. Bon, très bien. Ce qui est besoin, c'est de connecter à la réalité et de montrer l'importance du sujet. Et en connectant à la notion de bataille culturelle, donc reconnectant à la culture, à la pratique, au quotidien de tout le monde, etc., ça nous paraissait important. Et surtout, ça nous paraissait d'autant plus important dans un contexte géopolitique un peu incertain, où il y a déjà des choses qui se mettent en place. Dans un contexte de cyberguerre, par tous les canaux, évidemment, il y aura la cybersécurité, mais le soft power, l'influence, ça fait sens, c'est important. On l'a vu sur les TikTok, sur les manipulations des élections, etc., sans que ce soit aussi obvious. On commence à distiller des pensées, des imaginaires, voilà, qui sont les méchants? Vous avez plein de jeux vidéo dans le monde où les méchants sont les Occidentaux. On n'en parle pas parce que nous, on joue à des jeux vidéo américains et européens, mais toute une partie de jeux vidéo, que ce soit russe, africain, l'occidental, c'est le méchant, alors qu'en nous, c'est plutôt l'inverse. Donc ça, c'est assez intéressant de voir ça. Et d'autre part, c'est aussi de considérer qu'il y a des États qui le mettent dans la feuille de route. C'est-à-dire que quand vous avez en 2017 Poutine qui dit que le jeu vidéo, c'est important, c'est suivi de fait, en fait. C'est suivi de fait déjà parce qu'ils ont World of Tanks, qui est un très gros jeu multijoueur. C'est suivi de fait parce qu'ils ont des studios qui produisent des contenus. Ils ont essayé de faire des gros best-sellers dans lesquels on remet un imaginaire russe et tout, plutôt positif, assez sympa, etc. Et on soutient aussi des différents modes et jeux vidéo plutôt anti-européens. Ça, c'est le premier. On a aussi la Chine, dans sa feuille de route, maintenant du Parti communiste. Le jeu vidéo doit être un vecteur de nos valeurs socialistes. Et ils ont commencé à investir le jeu vidéo. C'est-à-dire que
avant, les Chinois étaient nos Tout en, sous-traitants. en limitant l'usage auprès des plus jeunes. Et c'est le paradoxe, et c'est ça qui est aussi intéressant, c'est-à-dire qu'ils peuvent avoir une politique intérieure et extérieure différente sur le même sujet. Sur l'intérieur, ils contrôlent le temps passé, effectivement, ils contrôlent l'origine des contenus, donc c'était très compliqué de publier en Chine, hein. Ça a été interdit, puis réautorisé, puis sous conditions, etc. Par contre, à l'inverse, il y a eu beaucoup de productions qui se sont appuyées sur le savoir-faire, hein, des développeurs chinois, des graphistes, etc. Donc, ils ont été formés, ils sont très bons, et ils font des jeux qui aujourd'hui sont assez incroyables. Prenez un jeu comme Genshin Impact. Genshin Impact, c'est un jeu qui est un carton, il y a des dizaines de millions chaque jour qui jouent à ça. C'est un jeu dans un univers un peu fantastique, dans lequel vous avez des régions du monde qui ressemblent à des pays, hein, voilà, ça c'est clair. Mais bon, c'est de la technologie, c'est du savoir-faire, c'est de l'image de marque, ça fonctionne bien. Vous avez Black Myth Wukong, donc il y a le gros AAA. Donc AAA, c'est les blockbusters, hein. Donc le très gros blockbuster l'année dernière, c'est un blockbuster chinois, c'est le premier. Et c'est vrai que techniquement, c'est irréprochable, c'est du niveau des meilleures productions actuelles. C'est une très bonne accueil critique, alors même s'il y a eu justement des tentatives de bien canaliser justement l'accueil critique et qu'ils ne soient pas trop critiques envers le régime, mais que uniquement envers le jeu. Et ensuite, on a aussi des éditeurs comme Tencent qui ont énormément investi le jeu vidéo. Et ça, c'est vrai que se dire qu'aujourd'hui, la source de financement du jeu vidéo, c'est plutôt des fonds étrangers que des fonds européens, pour le jeu vidéo européen, c'est un vrai sujet. C'est un vrai problème, parce que, regardez, prenons l'exemple de Epic Games. Epic Games, ceux qui font Fortnite. Epic Games, c'est une boîte de jeux vidéo, mais vraiment magnifique. Ils ont créé leur jeu, leur moteur, le multijoueur. Maintenant, ils font cet éditeur de jeux vidéo qui est Fortnite, et en même temps qui permet de faire des contenus, etc. Bref, technologiquement, c'est la pointe de la pointe. Et à un moment donné, prise de participation de Tencent, il y a quelques années, qui montait assez fortement au capital. C'est devenu un sujet national. Et Disney a mis plus de 1,5 milliard d'investissement pour reprendre du leadership là-dessus, parce que c'est un asset fondamental. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas se dire, bon, finalement, quel est le média préféré des plus jeunes entre les réseaux sociaux et les jeux vidéo? On ne peut pas laisser, en fait. Ou alors, c'est que ça ne nous intéresse pas, notre jeunesse. Sur les réseaux sociaux, on a plus beaucoup d'armes parce que pour l'instant on n'a pas de plateforme compétitive sur le jeu, donc on a vraiment quelque chose. Donc vous nous dites qu'il nous faut une politique industrielle et aussi culturelle. C'est ça, c'est un mélange des deux de toute façon. Moi j'aime bien reprendre le cas du plan Marshall. Un des éléments clés du plan Marshall, c'était d'imposer aux 20h dans les cinémas des films américains. C'est pas pour le plaisir, hein. C'est parce que aujourd'hui, il faudrait, comme dans la musique, il faudrait des quotas. Ah, mais je pense que dans le jeu vidéo. Alors ça, c'est vraiment un vrai sujet. Moi, je me souviens avoir été au cabinet d'un ministre il y a quelques années, il y a longtemps même. Il a dit, mais vous savez, on devrait faire des quotas. Pourquoi on devrait faire des quotas au niveau de la France? C'est quel ministre? À la culture? Non, c'était du redressement productif. Ah bah oui, d'accord, il n'y en a eu qu'un. Donc Arnaud Montebourg. Voilà, et c'était intéressant parce qu'on dit, voilà, il y a peut-être un volontarisme à imaginer, etc. Donc on a une réunion, on a échangé, etc. C'était bien, et à un moment donné, je leur dis, vous savez ce qui a fait tout bon sur la musique, c'est hyper intéressant. Parce qu'en obligeant des productions locales, il a fait émerger des genres musicaux. Et aujourd'hui, le hip-hop français qui cartonne, parce qu'il y a eu la loi tout bon, sinon ça n'existait pas. Ouais, mais là, il y avait le passage obligé des radios, donc les radios qui étaient garantes du quota. Comment dans le jeu, on impose dans le monde du numérique. C'est encore plus facile, c'est des plateformes, ce sont des plateformes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nos jeux sont des plateformes. C'est-à-dire que vous avez des consoliers avec des carousels, vous avez Steam avec des carousels, vous avez Apple, vous avez Google. Grosso modo, il n'y a pas 50 000 choses. Donc on imposerait des quotas à Steam imposer ou favoriser. En tout cas, il faudrait qu'à un moment donné, il y ait la possibilité au moins sur le territoire, après ça dépend où, mais sur le territoire européen ou sur le territoire français, pourquoi ne pas dire que dans les carousels, on peut avoir un jeu, 2 jeux, 10%, 20% de jeux qui serait à mettre en avant pour les particularismes locaux. Je veux dire, c'est bien, vous nous donnez un autre sujet de guerre avec les États-Unis, là. Oui, mais alors vous savez que les États-Unis sont les premiers importateurs de jeux vidéo. Nous, on exporte du jeu vidéo. La Pologne est un super exportateur de jeux vidéo. On est en position de force. On est en position de force parce que si on va jusqu'au bout du bout, moi, cet exercice de politique fiction sur le jeu vidéo tout particulièrement m'intéresse, c'est-à-dire, voilà, qu'est-ce qui se passe si demain les États-Unis décident d'imposer des droits de douane sur le jeu vidéo? Quoi, ils vont jouer? Mais ils vont pas jouer à autant de jeux que ça, en fait. Si on regarde vraiment des jeux américains
qui correspondent bien, produits sur leur territoire uniquement, etc., ça va être très compliqué. Et donc, ils vont être un peu dans un désert culturel ou vidéoludique. Donc, s'ils veulent aller jusqu'au bout de ça, ils peuvent très bien y aller, on peut l'imaginer, mais je pense que c'est même pas le sujet, je pense qu'ils vont pas forcément aller là-dessus. Ce qu'il va y avoir, c'est peut-être le soutien de certains types de jeux, de mise en avant de contenu, de jeux qui vont recevoir une attention plus particulière parce qu'ils mettent en avant tel type de thème. Donc ils peuvent faire l'agenda contenu, en fait, très clairement, comme la Chine peut le faire. Alors pas vers les mêmes implications, on va dire. Ils vont pas être aussi tête dirigiste, on ne sait pas en même temps. On ne sait pas aujourd'hui comment ils vont gérer la chose. Hein. Bon, allez, pour terminer, si vous aviez quelque chose à dire, parce qu'on est dans une émission politique sur le numérique, si vous avez quelque chose à dire aux politiques français, là, sur le jeu. Ah ben clairement, moi je pense que c'est le moment de se dire qu'on a une industrie qui est mature, qui est performante, qui est historiquement encore ancrée sur un territoire et qui est leader dans le numérique. Alors, on n'est peut-être pas les premiers mondiaux, mais on n'a pas grand-chose de le redevenir. Si justement, il y a une espèce de mise en relation et de convergence, en fait, des bonnes volontés. C'est-à-dire arrêter de considérer le jeu vidéo comme un truc pour gamins, décérébré, qui sert à rien et inutile, parce que c'est pas le cas. Vous pouvez le penser, d'autres ne le pensent pas, ont déjà pris les devants, investissent des milliards, hein, que ce soit les fonds d'Arabie Saoudite. Moi, Ben Salah est un fan de jeux vidéo. Il adore ça dans ses imaginaires, ça drive sa politique de construction, ça drive plein de choses. Voilà, on a des leaders qui considèrent ça au niveau international. Je pense qu'au niveau français, c'est le moment de se mettre à minima à la page ou alors de regarder nos forces. Et aujourd'hui, on a énormément de forces et c'est ça qui est intéressant. Si on veut une industrie leader dans le numérique, c'est bien le jeu vidéo aujourd'hui. Il n'y en a pas 36 000 autres. Français et européens, on a un bon échelle de levier et de puissance en fait, très clairement. Merci Olivier. Merci à vous.